Dans mon enfance, ma famille était comme une goutte d'eau dans un vaste fleuve, ne restant jamais longtemps au même endroit. Nous nous sommes installés à Rhode Island lorsque j'avais 8 ans, et nous y sommes restés jusqu'à ce que j'aille à l'université de Colorado Springs. La plupart de mes souvenirs sont ancrés à Rhode Island, mais il y a des fragments dans le grenier de mon cerveau qui appartiennent aux différentes maisons où nous avons vécu lorsque j'étais plus jeune. La plupart de ces souvenirs sont flous et sans intérêt. Courir après un autre garçon derrière l'arrière-cour de la maison en Caroline du Nord, essayer de construire un radeau pour le faire flotter sur le ruisseau derrière l'appartement que nous louions en Pennsylvanie, et ainsi de suite. Mais il y a une série de souvenirs qui restent aussi clairs que du verre, comme s'ils avaient été créés hier. Je me demande souvent si ces souvenirs ne sont pas simplement des rêves lucides, produits par de longues maladies que j'ai connues ce printemps-là, mais dans mon cœur, je sais qu'ils sont réels. Nous vivions dans une maison, à l'extérieur de la métropole animée de New Vineyard, Maine, 643 habitants. C'était une grande structure, surtout pour une famille de 3 personnes. Il y avait un certain nombre de pièces que je n'avais jamais vues pendant les 5 mois où nous y avons résidé. D'une certaine manière, c'était un gaspillage d'espace. Mais c'était la seule maison sur le marché à l'époque, du moins à moins d'1 heure de trajet du lieu de travail de mon père. Le lendemain de mon 5e anniversaire, auquel seuls mes parents ont assisté, j'ai eu de la fièvre. Le médecin a dit que j'avais une mononucléose, ce qui signifiait pas de jeu brutal, et de la fièvre pendant au moins 3 semaines. Le moment était mal choisi pour être cloué au lit. Nous étions en train de faire nos bagages pour déménager en Pennsylvanie, et la plupart de mes affaires étaient rangées dans des cartons, laissant ma chambre vide. Ma mère m'apportait du soda au gingembre et des livres plusieurs fois par jour, ce qui était mon principal moyen de divertissement pendant les quelques semaines suivantes. L'ennui guettait toujours au coin de la rue, attendant de montrer sa vilaine tête et d'aggraver ma misère. Je ne me souviens pas exactement comment j'ai rencontré M. Winemouth. Je pense que c'était environ 1 semaine après qu'on m'ait diagnostiqué une mono. Mon premier souvenir de la petite créature fut de lui demander son nom. Il m'a dit de l'appeler M. Winemouth, parce que sa bouche était grande. En fait, tout en lui était grand par rapport à son corps, sa tête, ses yeux, ses oreilles tordues. Mais sa bouche était de loin la plus grande. « Tu ressembles un peu à un Furby », ai-je dit alors qu'il feuilletait un de mes livres. M. Winemouth s'est arrêté et m'a jeté un regard perplexe. « Furby ? C'est quoi un Furby ?» J'ai haussé les épaules. Tu sais le jouet, le petit robot avec les grandes oreilles. Tu peux le caresser et le nourrir, presque comme un vrai animal de compagnie. Oh ! Mr. Winemouth a repris son activité. Tu n'as pas besoin d'avoir un de ces trucs. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un vrai ami. Je me souviens que M. Winemouth disparaissait chaque fois que ma mère passait pour voir comment j'allais. Je me cache sous ton lit. Je ne veux pas que tes parents me voient parce que j'ai peur qu'ils ne nous laissent plus jouer ensemble. Nous n'avons pas fait grand-chose pendant les premiers jours. M. Winemouth se contentait de regarder mes livres, fasciné par les histoires et les images qu'ils contenaient. Le 3e ou 4e matin, après que je l'ai rencontré, il m'a salué avec un grand sourire sur le visage. J'ai un nouveau jeu auquel nous pouvons jouer. Nous devons attendre que ta mère vienne te voir, car elle ne peut pas nous voir jouer. C'est un jeu secret. Après que ma mère eut livré d'autres livres et du soda à l'heure habituelle, M. Winemouth sortit de sous le lit et me tira la main. Nous devons aller dans la pièce qui se trouve au bout du couloir. Je m'y opposais d'abord, car mes parents m'avaient interdit de quitter mon lit, sans leur permission. Mais M. Winemouth insista jusqu'à ce que je cède. La pièce en question n'avait ni meubles, ni papier peint. Son seul élément distinctif était une fenêtre située en face de la porte. M. Winemouth traversa la pièce et donna à la fenêtre un solide coup de poing. Elle est ouverte en la poussant. Il m'a alors fait signe de regarder le sol en dessous. Nous étions au 2e étage de la maison, mais celle-ci se trouvait sur une colline, et de cet angle, le dénivelé était plus important que 2 étages en raison de l'inclinaison. J'aime jouer à faire semblant ici. Je fais semblant qu'il y a un grand trampoline tout en dessous de cette fenêtre. Je saute, et si tu fais semblant assez fort, tu rebondis comme une plume. Je veux que tu essaies. J'étais un enfant de 5 ans, avec de la fièvre, donc une pointe de scepticisme a traversé l'esprit lorsque j'ai baissé les yeux et envisagé cette possibilité. C'est une longue chute. Mais ça fait partie du plaisir. Ça ne serait pas amusant s'il n'y avait qu'une courte chute. Si c'était comme ça, tu pourrais tout aussi bien sauter sur un vrai trampoline.
J'ai caressé l'idée, m'imaginant tomber dans les airs pour rebondir jusqu'à la fenêtre sur quelque chose d'invisible à l'œil nu. Mais la réalité l'a emporté. Peut-être une autre fois. Je n'ai pas assez d'imagination, je pourrais me blesser. Le visage de M. One-Mouse se transforma en un grognement, mais seulement pour un instant. La colère fit place à la déception. Si tu le dis. Il a passé le reste de la journée sous mon lit, aussi silencieux qu'une souris. Le lendemain matin, M. One-Mouse arriva avec une petite boîte. Je peux t'apprendre à jongler. Voici quelques objets que tu peux utiliser pour t'entraîner, avant que je ne commence à te donner les leçons. J'ai regardé dans la boîte. Elle était pleine de couteaux. Mes parents vont me tuer. Que M. Weirdo m'ait apporté des couteaux dans ma chambre, des objets que mes parents ne m'auraient jamais permis de toucher. Je vais recevoir une fessée et être puni pendant 1 an. M. One-Mouse fronça les sourcils. C'est amusant de jongler avec ceci. Je veux que tu essayes. Le froncement de sourcils de M. One-Mouse s'est transformé en une grimace. Il a pris la boîte de couteaux et s'est glissé sous mon lit, où il est resté la journée. J'ai commencé à me demander souvent s'il était sous mon lit. J'ai commencé à avoir du mal à dormir après ça. M. One-Mouse me réveillait souvent la nuit, disant qu'il avait mis un trampoline sous la fenêtre, un grand, que je ne pouvais pas voir dans le noir. Je refusais toujours et essayais de me rendormir, mais M. One-Mouse persistait. Parfois, il restait à mes côtés jusqu'au petit matin, m'encourageant à sauter. Ce n'était plus aussi amusant de jouer avec lui. Ma mère était venue me voir un matin et m'a dit que je avais sa permission pour aller me promener dehors. Elle pensait que l'air frais me ferait du bien, surtout après avoir été confiné dans ma chambre pendant si longtemps. Enthousiaste, j'ai filé dans mes baskets et j'ai trotté jusqu'à la véranda arrière, aspirant à la sensation du soleil sur mon visage. M. One-Mouse m'attendait. J'ai dû lui lancer un regard bizarre, car il a dit ensuite « C'est sans danger, je te le promets. » Je l'ai suivi jusqu'au bout d'un sentier pour les cerfs, qui traversait les bois derrière la maison. C'est un chemin important. J'ai eu beaucoup d'amis de ton âge. Quand ils étaient prêts, je les emmenais sur ce chemin, dans un endroit spécial. Mais tu n'es pas encore prêt. Un jour, j'espère t'y emmener. Je suis retourné à la maison, me demandant quel genre d'endroit se trouvait au-delà de cette piste. 2 semaines après ma rencontre avec M. One-Mouse, le dernier chargement de nos affaires avait été mis dans un camion de déménagement. Je serais dans la cabine de ce camion, assis aux côtés de mon père pour ce long trajet vers la Pennsylvanie. Et j'ai envisagé de dire à M. One-Mouse que je partais. Mais même à 5 ans, je commençais à soupçonner que les intentions de la créature n'étaient peut-être pas à mon avantage malgré ce qu'il disait. Pour cette raison, j'ai décidé de garder secret mon départ. Mon père et moi étions dans le camion à 4 heures du matin. Il espérait arriver en Pennsylvanie avant l'heure du déjeuner demain, grâce à une réserve inépuisable de café et un pack de 6 boissons énergisantes. Il ressemblait plus à un homme qui s'apprête à courir un marathon qu'un homme qui allait passer 2 jours assis sans bouger. « C'est assez tôt pour vous ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête et l'ai posé contre la fenêtre, espérant dormir un peu avant le lever du soleil. J'ai senti la main de mon père sur mon épaule. « C'est le dernier déménagement, mon fils, je te le promets. Je sais que c'est difficile pour toi, aussi malade que tu étais. Mais quand papa sera promu, nous pourrons nous installer et tu pourras te faire des amis, des tas d'amis. » J'ai ouvert les yeux alors que nous sortions de l'allée en marche arrière. J'ai vu la silhouette de M. One-Mouse à la fenêtre de ma chambre. Il est resté immobile jusqu'à ce que le camion soit sur le point de tourner sur la route principale. Il a fait un signe d'adieu pitoyable, un couteau de steak à la main. Je ne lui ai pas fait signe en retour. Des années plus tard, je suis retourné à New Winhard. Le terrain sur lequel se trouvait notre maison était vide, à l'exception des fondations, car la maison avait brûlé quelques années après le départ de ma famille. Par curiosité, j'ai suivi la piste des cerfs que M. One-Mouse m'avait montrée. Et une partie de moi s'attendait à ce qu'il surgisse de derrière un arbre et me fasse peur. Mais je sentais que M. One-Mouse était parti, lié d'une certaine manière à la maison qui n'existait plus. Le sentier se termine au New Winhard Memorial Cemetery. J'ai remarqué que beaucoup de pierres tombales appartenaient à des enfants. Mais aujourd'hui encore une question subsiste. Où est passé M. One-Mouse ?